Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission qui t'aide à construire une vie et une société pleine de sens. Chaque semaine, je reçois un humain inspirant pour t'aider à incarner le changement. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Flore Vasseur pour parler de ces jeunes, et pas que les jeunes d'ailleurs, qui changent le monde. Salut Flore. Salut. Je te présente en 10 secondes. Tu es réalisatrice du documentaire Bigger Than Us, qu'on voit derrière toi pour ceux qui sont sur YouTube, qui va à la rencontre de 7 jeunes qui ont transformé leur communauté aux 4 coins du monde. Et tu viens de sortir le livre « Et maintenant, on fait quoi ?» dont on parlera ensuite. Et maintenant, que faisons-nous? Oh là là. Et maintenant, que faisons-nous dont on parlera ensuite. Pour commencer, tu peux nous raconter cette anecdote incroyable avec ton fils à table qui a fait basculer ta vie, je crois, il y a 7 ans. Effectivement, tout part de ce moment assez incroyable. Alors, je ne sais pas si dans les personnes qui nous écoutent, il y a beaucoup de parents, mais en tout cas, quand on est parent, je crois qu'on redoute un peu tous cette question. Et cette question, c'est celle que m'a posée mon fils quand il avait 7 ans et il m'a dit « Maman, ça veut dire quoi? La planète va mourir ?» Et en tant que parent, donc, tu redoutes cette question et surtout, tu redoutes ta réponse. Parce que tu sens bien que ta vie va changer et que la sienne va changer. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Selon que première option, botte en touche, en disant « Mais non, t'inquiète pas, les gens racontent n'importe quoi, continue avec tes Legos. » Que tu sentes en fait que la question là qui t'est posée est une interpellation et un appel à la responsabilité. Ouais. Et c'est compliqué parce que t'as pas de réponse facile, mais en fait t'es vraiment adressé dans ton rôle de parent. Et c'est vrai que ce moment-là qui dure 4 secondes en fait change tout pour moi parce qu'effectivement je prends l'option 2 et je décide d'essayer de lui répondre. Et en fait, en essayant de lui répondre, je me rends compte que j'ai pas de réponse à sa hauteur en fait. C'est-à-dire que j'ai toutes les réponses techniques, graphiques du GIEC, les courbes, tout ça, mais j'ai pas de propos qui, à hauteur d'un enfant de 7 ans, lui donne envie de vivre. Tout ce que j'ai, c'est des catastrophes en fait. Mais en tant que parent, tu veux pas annoncer des catastrophes à tes enfants et en même temps, tu veux les guider. Donc en fait, ce film et puis donc ce livre qui est le résultat de ce film, parce que dans ma vie, tout est dans tout, en fait. C'est propulsé par la question de mon fils et mon puissant désir de lui apporter des réponses qui ne soient pas celles de l'adulte condescendant qui sait tout et qui annonce la fin du monde, qui n'est pas l'adulte qui fuit et qui est dans le déni, mais qui a une réponse un peu éclairée et surtout qui va lui donner envie de vivre. Donc, c'était ça le défi. Et ça l'est tous les jours. Hein. Ah bah oui, c'est clair. Puis, même à un adulte, c'est déjà très compliqué d'expliquer. Enfin, en même temps, je pense que c'est le même niveau de difficulté. C'est juste qu'entre adultes, il y a un peu ce truc de OK, on accepte qu'on baisse en partie les bras, quoi, alors que face à ton enfant, tu peux pas, quoi. Et en plus, il pose des questions qui sont vraiment pas celles d'un enfant, quoi. Mais toi, tu lui parles de l'extinction de masse et il est mais OK, je fais comment pour pas mourir Ah bah trop bien, j'ai juste à m'enfermer dans la pollution j'ai juste à m'enfermer dans la maison, pardon. Comme ça, la pollution rentrera pas et je mourrai pas, quoi. Ouais. Non, ça va pas marcher. En fait, il y a personne qui nous questionne mieux que nos enfants. Mais personnellement, je suis pas sûre d'être toujours attentive à ces questions. Mais les questions des enfants sont brillantissimes en fait et sans filtre. Alors que effectivement, devenir adulte, tu rajoutes des couches de filtres, de protection, de blabla, de politiquement correct. Quand t'as un enfant, il te voit direct et il te tape, paf. Tu vois et ça continue. Ouais. Et du coup, il y a tout un ping-pong de questions comme ça. Et on a beaucoup parlé de la question initiale, mais c'est aussi la question finale qui va changer ta vie, où, au fur et à mesure, lui, il propose plein de solutions pour essayer de contrer ça. Et toi, tu lui expliques que bah non, en fait, s'enfermer dans la maison ou autre, ça va pas fonctionner. Et il finit par dire OK, en gros, tu m'as saoulé. Toi, tu fais quoi, toi? Voilà. D'où cette question. Et maintenant, que faisons-nous? Et pour moi, elle revient hyper loin. Et c'est cette interpellation qui vient du plus beau qu'on ait, en fait. Cette part d'enfant en nous, cette part d'enfant dans ma vie, cet enfant dans ma vie qui dit non, mais au fond du fond, maintenant, tu fais quoi? Pour nous, pour moi. Et c'est vrai que je pensais plutôt être du côté des gens qui faisaient des trucs. Et en fait, face à l'interpellation de mon fils, je me retrouve assez nue, en fait. Et ce film
vise à lui apporter des réponses, et puis tout ce qui se passe derrière, en fait. Les questions, c'est des propulsions. Et c'est pour ça qu'il faut être très amoureux de cette capacité à questionner chez tous, en fait, chez nos enfants, etc. Et pas que ça. Et la grande vertu de ce que je fais depuis sa question, c'est de balancer ce film et d'écouter les questions des gens et d'essayer d'y répondre, en fait. Et je me rends compte, si tu veux, ce que je vis depuis, c'est qu'à partir du moment où tu te laisses porter par une question et que tu acceptes de ne pas savoir, ça te fait rebondir dans plein de sens. Je dirais pas que c'est la vérité, mais qui t'approche de quelque chose qui est juste. Le film est sorti il y a 3 ans et depuis, on est dans une énorme campagne d'impact. Mais ça, c'est l'adulte qui parle. La vérité, c'est que j'arrive avec mon film quelque part, que les gens le regardent ensemble et que derrière, il y a une série de questions qui sont les leurs et que je fais ce que je peux pour essayer d'y répondre et qu'en fait, les réponses sont pas très importantes. Ce qui est important, c'est le questionnement. Et en fait, ce qu'on a perdu aujourd'hui, c'est la capacité de se questionner. La capacité de se dire, en fait, je sais rien, quoi. Et il y a que dans ce moment de, tu vois, je dirais presque de vulnérabilité que on retrouve pied, en fait. Oui, c'est et ça en fait, les choses pourraient être autrement. l'effet qui se coule, c'est ça, c'est qu'on a peur des questions parce qu'on a peur de se dire qu'on ne sait pas et qu'en fait, il n'y a que en se disant qu'on ne sait pas qu'on peut se remettre à se dire, je reprends un peu de pouvoir, en fait. Bah, c'est plus facile et confortable de se dire que les choses peuvent pas changer et au moins c'est déprimant, mais ça nous déresponsabilise, que de se dire qu'elles peuvent changer, mais comme on sait pas comment, bah, du coup, c'est embêtant, quoi. Il faut accepter d'être dans cet inconfort-là. Ouais, c'est abyssal, en fait. Tu as raison. Et je pense que le déni s'explique vraiment par la peur de perdre pied, en fait. Et la peur d'admettre qu'on ne sait pas, la peur d'admettre qu'on s'est trompé, la peur d'admettre qu'on est tout seul. D'ailleurs, on ne l'est pas. Mais tu vois, il y a toute cette espèce de couche de protection qu'il est trop difficile d'enlever. Et c'est pour ça qu'il y a au moins 40% de climato-sceptiques en France, qu'il y a plein de gens qui te disent que voilà, toutes ces personnes qui essayent d'alerter, faire autrement, etc. Tu vois, toute cette rhétorique sur l'écoterrorisme, etc. C'est vraiment une réponse de peur, mais vis-à-vis de soi-même, en fait. C'est la peur de se regarder en face. Je crois que dans les 24 heures qui suivent, après l'interpellation de ton fils, il y a quelqu'un qui t'envoie un TEDx d'une jeune hyper inspirante, qui change le monde en ramassant des déchets, que il me semble, tu racontes que tu snobs un peu et dans la même journée, au lendemain, il y a ton fils qui revient à la charge et et il te dit quoi? Je trouve ça trop drôle. Enfin, en fait, c'est l'après-midi. Enfin, la discussion avec mon fils a lieu à midi un vendredi. Il Ah, repart à c'est vraiment l'école. juste après. Et il rentre de l'école et il me dit, alors maman, parce que pardon, la conversation se termine avec moi en pleurs, ça dure 1h30, Ah et oui. qui dit à mon fils, écoute, je te promets, je vais te faire un film pour t'expliquer ce qui se passe. OK. Parce que jusqu'à présent, j'ai fait des films et des livres, mais c'est vrai pour des adultes, en fait. Et pour essayer de prévenir les adultes, pardon. Et les adultes, ils s'en fichent, en fait. Je me prends que des... tu vois, on est entre nous. Pour toi, ce genre de travail est important. Mais la vérité, c'est qu'on n'est pas beaucoup à considérer que... à se questionner, à considérer que c'est important, à considérer que même ça fait du bien, quoi. C'est juste se faire du bien. Et donc, je lui promets que je vais lui faire un film. Et donc, il repart à l'école. Et en sortant de l'école à 4h30, il me demande si j'ai compris comment j'allais faire, en fait. Et il me dit, alors, t'as trouvé qui t'allait interviewer, maman? Bah non, ça se trouve pas comme ça, etc. Et c'est vrai que pour le coup, entre-temps, l'un de mes meilleurs amis m'a envoyé la vidéo de Velati, qui est sur l'affiche. qui est sur l'affiche, qui est donc le personnage principal du film, qui à l'époque a 16 ans, qui milite à Bali pour faire interdire les sacs plastiques, parce que les sacs plastiques sont en train envahir, mais même d'enfoncer l'île littéralement sous l'eau. Enfin, c'est une catastrophe écologique, environnementale, sociale et même économique d'ailleurs. Mais en fait, quand je vois son TEDx, je me dis, mais c'est n'importe quoi. Je commence par rejeter complètement le truc, tu vois. Donc, je comprends bien ces adultes qui, tu vois, veulent pas. Parce que c'est difficile de voir qu'une jeune fille de 16 ans a mieux compris le truc que toi.
C'est vraiment compliqué, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un aveu d'humilité, quoi. ben voilà. Et tout ce dont on parle depuis le début de la conversation, finalement, c'est ça. C'est l'ego, en fait, qui te met qui est un obstacle, en fait, pour tout ce genre de trucs. Et donc, mon fils rentre de l'école en me disant, maman, alors, t'as compris qui t'allait interviewer? Non, non, non. T'es sûre, maman? Non. Et il me le pose 3 fois de suite la question. Et c'est au bout de la 3e fois, tu vois, entre 4h et 6h du soir, il me pose 3 fois la question. Et c'est en lui enfilant son pyjama, qu'il me regarde dans les yeux. T'es sûre, maman? T'as pas vu? Et là, je me dis, bah, en fait, je reviens. Et donc, je re-regarde le TEDx de Melati. Et là, je me dis, mais tu une tarte. C'est génial. Et voilà, je rentre en contact avec elle. On fait un premier documentaire pour Arte. Et puis, ce documentaire, je suis sûre que ça va être la fin de l'histoire. J'ai fait mon film pour mon fils, je passe à autre chose. Moi, à l'époque, je travaillais avec Larry Lessig sur la vie de Aaron Swartz, qui s'est suicidé parce que, qui est un autre jeune d'ailleurs, enfin, ce garçon magnifique m'a inspiré pendant des années et qu'il a essayé de nous prévenir de ce qu'il était en train de se passer et que c'est un enfant qui s'est suicidé faute de ne pas avoir été entendu. Donc, à l'époque, je suis complètement dans cette histoire-là de l'intelligence, la liberté d'expression, le partage de la connaissance, le mouvement open source, etc. Je suis dans l'influence de l'argent en politique. Je suis dans des sujets qui sont des sujets de grands. Oui. Et je me dis, bon, bah, je vais faire le film pour mon fils, puis je reviens à mes gros sujets, quoi. Et en fait, en voyant Melati me parle comme Aaron m'aurait parlé, en fait. Ou comme Snowden m'a parlé. C'est-à-dire que je vois dans le corps d'une toute jeune fille de 16 ans, métisse, l'intelligence que je suis allée chercher ailleurs, partout, et cette espèce de sagesse, comme si c'était un espèce de rapport au monde ou d'état d'esprit universel, mais qu'on entend peu parce que nous, qui avons parfois des micros ou des caméras, tendons toujours les micros et les caméras aux mêmes personnes parce que nous-mêmes, ça nous rassure, en fait. Effectivement, le personnage principal du film, donc tu l'as dit, c'est Melati, une jeune indonésienne qui a réussi à faire interdire les sacs plastiques avec son assaut Bye Bye Plastique, parce que, bah, tu le dis, c'est pas juste les plages qui deviennent vraiment des poubelles. Il y a la plus grande décharge à ciel ouvert où vivent 3000 personnes. Enfin, c'est vraiment hors de contrôle. Ça ensevelit la ville. Et elle veut rencontrer d'autres jeunes engagés pour réaliser qu'elle n'est pas seule, comme nous, en fait, de son âge, ou comme ton fils. Et elle va notamment rencontrer, j'imagine qu'on dit Mary en Grèce. Ouais, exactement. Ouais. Qui a décidé qu'elle ne voulait plus voir des faits divers de migrants morts à la télé, morts en bas de chez elle, vu qu'elle est en Grèce, et que désormais, elle irait sauver en bateau des réfugiés qui tentent de traverser la Méditerranée avec une asso qui s'appelle Refugee Rescue. Est-ce que dans le film, on voit des sauvetages en mer que vous avez filmé pour le docu? Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Mary, en fait, elle est anglaise. Et c'est une personne tout à fait exceptionnelle. C'est la seule européenne du film. Alors ça, on peut en parler. Je voudrais juste faire parce qu'on pose beaucoup la question de pourquoi il n'y a pas plus d'Européens dans le film. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'Européens qui se bougent, en fait. Et alors, nous, on a des figures en France et je les adore, etc. Mais la vérité, c'est que à 80%, les jeunes qui se bougent aujourd'hui, eh bien, ils sont dans le Sud global. Parce que ce sont des pays qu'on considère comme arriérés, parce qu'on les appelle les pays en développement. Tu vois, dans ma génération, on appelle ça le tiers-monde. Mais la vérité, c'est que de toute façon, c'est des pays qui sont en avance de phase sur ce qu'on a à comprendre, c'est-à-dire l'effondrement. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Les adultes ont déjà déserté, les gouvernements ne tiennent pas, ou voilà, nous, on a une espèce d'accélération là aujourd'hui, mais en vérité, voilà, ces pays-là sont déjà au courant de tout ça. Et ils ont déjà mis en place, les jeunes ont déjà mis des stratégies pour survivre en place parce qu'il n'y avait plus personne. Donc, c'est pas une histoire de bons sentiments ou de spiritualité. Au début, ce qui te fait bouger, c'est que tu veux survivre. Et que nous, on n'est pas encore à un stade où on en est là. Donc, on est encore confortable, on se raconte encore qu'on va pouvoir partir en vacances, je sais pas où. Enfin, tu vois, voilà, le truc se rapproche, mais on s'accroche à la dernière goutte de lait de ce système. Là où, à nouveau, dans les pays du Sud, c'est plus possible. Donc, voilà pourquoi
Il y a peu d'Européens dans le film, il n'y en a qu'une. Et aussi, moi, je voulais faire un film pour les jeunes, sur les jeunes, par les jeunes, pour mon fils, parce que montrer les adultes à l'écran, pour lui, ça lui glisse dessus, comme sur un canard, il n'en a rien à faire. Lui, il veut des jeunes, il veut des personnes qui lui ressemblent, parce qu'il veut ressembler à quelqu'un de proche de lui. Il ne va jamais vouloir ressembler, et j'en suis désolée, ou pas, j'en sais rien, à Edward Snowden, mon fils. Il va vouloir ressembler à Mary, à Melati, à Mohamed, etc. Donc, Mary, seule européenne, et aussi puisque 80% de la jeunesse mondiale aujourd'hui n'habite pas en Occident, mais habite dans ces pays du Sud. Donc, Mary est 80%, ouais, il faut quand même qu'on se travaille. On croit qu'on représente quoi que ce soit. Enfin, tu vois, c'est comme si ce film avait permis de retourner le truc. C'est-à-dire que, oui, les enfants comprennent mieux ce qui se passe aujourd'hui, même s'ils n'ont pas lu tous les rapports du GIEC, même s'ils n'ont pas lu Keynes et ils savent pas ce que c'est Bretton Woods et je sais pas, enfin, tu vois, tous ces gros trucs que nous, on se targue de savoir et pourtant, tu vois, on le connaît, les explications de la catastrophe et pourtant, on bouge pas. Eux, ils ont peut-être pas tu vois, tout le savoir livresque, mais ils ont cette intuition profonde parce qu'ils sont nés avec. Et c'était important de montrer que ce Sud global a aussi, et pas que les jeunes, des choses à nous dire aujourd'hui. Alors, je sais que là, on va me dire, ah, mais t'es woke et tout. J'en ai rien à faire. La vérité, c'est ça. La vérité, je suis désolée, ça fait X siècles qu'on se raconte qu'on a la solution. Là, il y a un vrai devoir d'humilité à apprendre. Et c'est pas se renier que de le dire, c'est s'ouvrir à autre chose. Donc, j'ai perdu mon fil. Mary Finn regarde la catastrophe de 2015 en Grèce à la télévision et se dit, je peux pas rester les bras croisés. C'est une question de dignité personnelle. À l'époque, elle a 18 ans, elle vient d'avoir son bac. Elle veut faire un reportage photo, elle part avec sa caméra à Lesbos et en fait, elle ne repartira pas, quoi. Et elle lâche sa caméra assez vite puisqu'il y a déjà énormément de journalistes sur place. Par contre, il n'y a pas assez de bras pour sauver les gens qui se noient. Et elle sait conduire un bateau, donc elle s'engage littéralement, tu vois, dans l'heure, quoi. Et ce qu'elle ouvre, pour elle, c'est une séquence de sa vie dont elle n'est pas sortie, qui est faite d'engagement, et puis de résistance, en fait, de résistance à l'indifférence, de résistance, bien sûr, il faut échapper. Le premier truc, c'est sauver les gens, tu vois, donc il faut tirer les gens de l'eau, comment dire, et puis elle est le premier témoin de la façon dont l'Europe passe de constatation de la catastrophe, voire constatation de la catastrophe, voire, tu vois, solidarité, à indifférence, à retournement des autorités et des opinions publiques sur la question des migrants, en fait. Et comment, jusqu'à aujourd'hui, ou même, tu vois, 2021, la Grèce le Parlement grec a voté une loi visant à interdire le sauvetage en mer de migrants. Donc, concrètement, si tu es dans les eaux grecques, alors turcs n'y pensent même pas, mais si tu es dans les eaux grecques et que tu te noies, si tu es migrant, on te laisse couler, si tu es touriste, on te sauve. Et ça, c'est en Grèce, donc c'est-à-dire c'est en Europe. Donc, on a laissé faire. Puis après, tu vois, il y a l'Italie qui a ce rôle horrible sur le sauvetage de migrants, mais c'est l'Europe qui pose ça, en fait. Alors après, finalement, ce que l'Italie a le mauvais rôle, mais c'est nous qui sommes derrière. La Libye a le mauvais rôle, mais c'est nous qui finançons les gardes-côtes libyens. Enfin, voilà. Donc, et Mary est une formidable personne, moi, qui m'a complètement ouvert les yeux sur cette réalité-là. Et j'ai pris une grosse claque parce que c'est une chose d'entendre parler de ces personnes qui traversent, c'est une autre de les voir, c'est une autre d'assister à ça. Et c'est une autre de se dire, mais tu vois, elle a cette phrase incroyable, personne ne quitte sa maison sauf s'il est dans la gueule d'un requin. C'est un poète, en fait, j'ai perdu le nom, mais qui a posé cette phrase. Et tu comprends que... Bah oui, c'est évident. Que, voilà, et qu'on n'a rien vu encore. Enfin, tu vois, il y a cette scène avec l'amoncellement des gilets de sauvetage. Ça paraît monstrueux, mais là, on se plaint parce qu'il y avait à l'époque 80 millions de personnes qui fuyaient leur pays. On attend 200 millions de personnes. Et alors, on dit, oui, c'est des méchants, ils viennent envahir ces personnes, et à 80%, encore ce chiffre de 80%,
Ils fuient parce qu'ils n'arrivent plus à manger. Ouais. Et donc, là, tu vois, j'ai vu le lien écologie, flux migratoire, et écologie, donc système économique, écologie. Enfin, tu vois, j'ai commencé à comprendre cette histoire d'interdépendance. Et puis moi, à titre personnel, je pensais que la question migratoire, c'était quelque chose de assez éloigné de moi. Et puis c'est marrant parce que là, quand je te parle, je vois sa photo, mais je me suis souvenue que ma propre grand-mère était immigrante italienne et qu'elle n'avait pas eu à traverser une mer, mais elle avait dû traverser les Alpes, aller dans les bassins miniers de Lorraine à l'époque, comme plein de gens. Enfin voilà, et qu'on a oublié que dans nos propres familles, tu vois, c'est pas parce que je suis blanche de peau qu'il n'y a pas eu cette route de l'exil, ce déracinement, cette humiliation, cette peur de pas être intégrée. Voilà, tu vois, c'est dans nos gènes en fait à tous. Et donc, pourquoi est-ce qu'on se connecte pas à ça, quoi? En fait, tout le film, c'est ça que je trouve que tu mets très bien en lumière. C'est d'un côté la vision des adultes irresponsables où on complexifie vachement le truc, et de l'autre côté, t'as plein de jeunes de toute l'Europe qui ont afflué sur cette île en mode ah non, il y a des gens qui meurent dans l'eau, on fait quelque chose, c'est tout. Enfin, il n'y a pas besoin effectivement d'avoir lu Bretton Woods, et donc tout le film, c'est des jeunes qui bricolent des solutions. Et bien sûr insuffisantes, parce qu'à chaque fois, on se rend compte que derrière un premier problème, en fait, il y a d'autres problèmes encore plus grands ou interdépendants, mais qui au moins se battent. Et par exemple, Melati, elle rencontre ensuite Memory au Malawi, où 42% des filles sont mariées avant 18 ans, souvent violées, lors d'un rite de passage à l'âge adulte. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de sa sœur qui, elle, l'a poussée à se lancer, puis comment elle a réussi à faire ce truc incroyable de faire passer l'âge légal du mariage de 15 à 18 ans pour les jeunes filles et aider plein de filles à retourner à l'école? Memory, c'est c'est un diamant, quoi. Non, mais ça me fait plaisir que tu parles de ces personnes qui sont tellement chères à mon cœur et des guides, et c'est ma famille de... Enfin, j'ai mes enfants, hein, je veux dire, j'ai pas envie de dire attention, mais voilà. Mais voilà, j'ai eu la chance avec ce film de côtoyer des personnes qui sont plus grandes que nous. Voilà, plus grande que moi, plus grande que la vie. Et voilà, et Memory notamment. Pareil, tu vois, avec Melati, on arrive au fin fond du Malawi pour aller voir une jeune fille qui, une à une, essaie de convaincre les filles qui ont été déscolarisées de retourner à l'école. Alors, pourquoi elles ont été déscolarisées? Parce qu'effectivement, au Malawi, les familles sont tellement pauvres qu'une de façon de gagner, non pas de l'argent, mais souvent un peu de récolte, une vache ou quoi que ce soit, c'est de vendre leurs propres enfants, propres filles. Et pour les vendre les plus chers, il faut les faire passer par ce qu'on appelle un camp d'initiation, dans lesquels les filles vont dès leurs premières règles, donc à 12 ans, 8 ans, 11 ans, quand elles ont leurs règles, dans lesquelles pendant 2-3 jours, on va leur apprendre à devenir une femme. Donc ça veut dire on leur apprend à cuisiner, à tenir une maison, déjà, je vois certainement plein de femmes qui, là, commencent à se crisper, à s'occuper d'un enfant. Et puis, le dernier soir, il y a un homme qui passe, qui est payé par les parents pour les violer, pour leur apprendre la sexualité. Et donc, voilà, c'est un rite absolument horrible. Elles n'ont absolument pas le droit d'en parler. Elles n'ont pas le droit d'en parler. Elles n'ont pas le droit de ne pas y aller. Si elles refusent, elles sont l'opprobre du village. Et tu te doutes bien que dans ces pays extrêmement pauvres, tu as besoin de la solidarité du village pour survivre. C'est une économie pastorale. On partage les récoltes. Voilà. Et donc, c'est une catastrophe parce que les filles sont violées. Derrière, elles sont mariées. Elles arrêtent l'école. Ah oui. Elles arrêtent l'école. Elles tombent enceintes. Ou à d'autres. Elles tombent enceintes à 12, 13, 14 ans. Elles arrêtent l'école. Et du coup, elles vont reproduire sur leurs propres filles ce qu'elles ont vécu, elles. Parce que, en fait, le nerf de la guerre du développement, c'est vraiment l'éducation des femmes et des filles. On se targue d'envoyer des millions pour construire des réseaux, machin, tu vois, des centrales, des agricultures comme ci, comme ça. En fait, le nerf de la guerre, c'est l'éducation des femmes et des filles. Parce que si, typiquement, là, les filles sont éduquées,
je vais te donner l'exemple de Memory, ben, tout à coup, le truc, il s'arrête direct, en fait. Donc, Memory, ce qui se passe, c'est qu'elle est typiquement dans un village assez reculé, dans une famille avec un seul parent, c'est les mamans. En général, je n'ai pas fait d'études là-dessus, mais c'était incroyable comme les hommes ont déserté leur rôle de père en Afrique. Okay. C'est un miroir grossissant, j'ai l'impression, de pas mal de choses. Et Memory, coup de bol ou pas, j'en sais rien, sa petite sœur a ses règles avant elle. Donc sa petite sœur part au camp avant elle et revient de là, vrillée en 25 et enceinte. Et Memory questionne ce qui s'est passé et c'est son tour d'y aller et elle refuse d'y aller. Sa mère, et c'est exceptionnel, la soutient. Donc elles se font sortir du village, elles se font traiter en sorcière. On lui dit, si tu fais ça, ta mère va mourir, ta peau va devenir cendrée, les récoltes vont brûler, tu vas être une calamité. Elle tient. Pendant 2 mois, elles sont mises en pestiféré et elles survivent tant bien que mal. Et au bout de 2 mois, tout le monde réalise que la peau de Memory n'est pas devenue cendrée, que sa mère n'est pas morte et que les récoltes tiennent. Que tout ce qu'on raconte pour faire peur aux filles, pour leur dire d'y aller, n'est pas vrai. Et là, tout à coup, les filles du village commencent à la regarder en mode mais ce qu'on nous dit, c'est faux. Et les filles commencent à se parler. Les mères commencent à lâcher le morceau. Donc, les femmes et les filles vont demander au chef du village d'arrêter le camp d'initiation. Il lâche. Et ça fait le village d'à côté apprend le truc. Les filles se parlent. Enfin voilà, si tu veux, c'est que de l'oralité. Il y a bien sûr pas Instagram sur ce truc-là. Et c'est là où c'est magique, c'est des cercles de parole en fait. Memory est à l'origine de ça. Alors il y a beaucoup de ça rencontre, si tu veux. Là où ça fait traîner de poudre, c'est que ça rencontre une réalité qui est une vérité qui ne demandait qu'à être révélée en fait. Ouais. Et puis ça va jusqu'à, elle est repérée par un certain nombre de députés femmes et qui sont en train d'essayer de faire passer une loi pour remonter l'âge légal du mariage pour les enfants de 15 à 18 ans. Et Memory est totalement... tu vois, il devient le fer de lance de cet amendement constitutionnel. Donc, voilà comment une toute jeune fille dans un village du fin fond du Malawi, parce qu'elle a posé un nom à un moment, 5 ou 7 ans plus tard, se retrouve dans un changement majeur de sa constitution à l'échelle de son pays, tu vois. Au début du process, elle a quel âge quand sa sœur part encore Je pense qu'elle a 12, 13, tu vois. Ouais. En fait, c'est assez incroyable. À part Mary, toutes les personnes de ce film se sont bougées à l'âge de 12 ans. Quoi. Il se passe quelque chose à l'âge de 12 ans. Ouais, ok. C'est tellement puissant. Vous partez ensuite à la rencontre de Winnie, une agricultrice de 25 ans qui apprend aux réfugiés à survivre en Ouganda. Alors, je ne savais pas du tout, moi tu me l'as appris, que l'Ouganda est le pays d'Afrique qui accueille le plus de réfugiés et qui leur offre de la terre et l'asile sans condition. Donc, tu arrives, on te donne la citoyenneté et un bout de terre. Sauf que la majorité des sols sont morts, notamment à cause des pesticides. Et donc, elle apprend à ces réfugiés la permaculture pour redonner vie au sol. Je me demandais, toi, qu'est-ce qui t'a marqué dans l'histoire de Winnie ? En fait, c'est une histoire tragique et merveilleuse puisqu'on voit qu'il y a que la résistance. Enfin, il y a que l'humain en fait qui est cette lueur dans le tragique en fait. Donc oui, l'Ouganda c'est 1,5 million de réfugiés par an. Tu vois, nous on pleure 1,5 million de réfugiés par an. Alors la communauté internationale finance ça, tu vois, parce que comme ça. La vérité, c'est que c'est hyper cynique. Ça nous arrange. Et comme ça, on les tient là-bas, tu vois. Mais donc, l'Ouganda tient son rôle, mais effectivement, les terres. Donc, quand un réfugié arrive, il a la citoyenneté et un lopin de terre, sauf que la terre est explosée, c'est-à-dire qu'elle est impropre à la culture, parce que les produits phytosanitaires ont tout pété, en fait. Donc, tu vois le tragique de l'Occident, en fait. Comment on a tellement abîmé le monde, quoi. Bon, ce film m'a amené dans des endroits qui sont des angles morts, en fait, de la mondialisation, tu vois, et même
de la pensée occidentale, je dirais. Tu vois, on se raconte le progrès, le développement. Nous, on allait dans des endroits, et notamment là, je pense que là, c'était pour moi vraiment le bout de la route. C'est-à-dire que c'est le seul endroit où j'ai vu des enfants qui étaient vêtus juste d'une manche de t-shirt, tu vois. Et pourtant, et je vais pas faire ma naïve, etc., j'ai à chaque fois été abasourdie par le refus du misérabilisme, en fait. Le refus de l'apitoiement. Ces gens, ils veulent survivre et cette intelligence de situation et ce bon sens de situation m'a énormément structurée, en fait. Tu vois, c'est probablement pour ça que 3 ans plus tard, je suis encore à te raconter pourquoi, comment on a fait ce film et pourquoi je m'arrêterai pas, en fait. Parce que, enfin, je veux dire, c'est tellement, on a tellement à apprendre et c'est pas seulement, encore une fois, du bon sentiment, c'est que moi, j'ai jamais autant dansé, chanté, rigolé, joué à la marelle qu'avec eux. J'aimerais que tout le monde vive ça, en fait. Ouais, effectivement, j'aime bien les idées que enfin, ça devient encore plus évident quand tu développes les exemples un peu plus en profondeur que forcément dans un film où tu as peut-être un peu moins de temps, à quel point c'est un miroir grossissant, que ce soit sur la fuite des réfugiés, l'accueil sur des terres qui sont mortes ou plein d'autres choses où à la fois on la voit dans le film du coup apprendre la permaculture et du coup revitaliser les sols et du coup nourrir permettre à des réfugiés de se nourrir et c'est incroyable. Et à la fois, du coup, quand tu as, entre guillemets, commencé à résoudre un problème, c'est vraiment juste la surface, tu te rends compte qu'en fait, il y a plein d'Indiens ou de Chinois qui rachètent leurs terres, mais ils sont jamais là, donc ils pilotent à distance et que, tout est lié au profit. Ouais, enfin, c'est... En fait, oui, si tu veux, l'Ouganda, c'est là où j'ai compris qu'en fait, où que j'aille, je racontais la même histoire. Ouais. Que j'aille aux États-Unis, au Liban, en Grèce, en Indonésie, au Brésil, au Malawi, en Ouganda, à chaque fois, c'était une histoire de racisme. C'était une histoire de système économique de suprématie blanche. C'était une histoire de patriarcat. À chaque fois, c'était la même histoire. À chaque fois. Et c'est dans ce film que j'ai compris que c'était lié. Tu vois, patriarcat, racisme, capitalisme sont les 3 piliers de nos dysfonctionnements. Tu peux pas espérer un changement sans abattre les 3, en fait. Et ça, c'est la responsabilité occidentale, en fait. Et c'est pas notre génération, la tienne, la mienne, ou même celle d'avant. Ça remonte à hyper loin. On commence à mettre des clôtures sur les champs. On commence à se dire qu'on peut tout faire à la nature des autres, tout faire aux femmes. Et on est là, si tu veux, pour moi, on est en queue de comète. Enfin, j'espère que c'est la fin de ce système-là, en fait. C'est ça dont on est en train de mourir. Enfin, c'est ce truc-là qui est en train de nous enterrer. Et donc, ce que je vois que les gens qui survivent, c'est des gens qui ont refusé cette histoire de patriarcat, qui ont refusé cette histoire de suprématie blanche. Alors, c'est-à-dire que ça y est, ils sont libérés de ça, en fait. Tu vois, Winnie, en Ouganda, elle a cette phrase incroyable. Elle dit, en fait, nous, on a cru que tout ce que les Blancs amenaient, c'était pour notre bien. On a fait copier-coller. Et en 2 phrases, elle t'explique le problème du monde, en fait. Et c'est ça que j'ai aussi adoré, c'est que, tu vois, moi-même, j'ai fait des études brillantes, machin, etc. Et là, une jeune fille de l'Ouganda, elle m'explique le monde, tu vois. Et c'est ça aussi, retourner le truc. C'est se dire, mais cette intelligence, elle est partout et on ne regarde pas au bon endroit. Pourquoi le film, il s'appelle Bigger Than Us? Pour plein de raisons. La première, c'est, tu vois, le sentiment d'impuissance que je partage avec plein de gens. J'imagine que tu ressens aussi beaucoup. Et qui est celui qui m'anime qui me percute quand mon fils me dit « Maman, ça veut dire quoi? La planète va mourir. » Va donc chercher des réponses. Qu'est-ce que tu dis à ton fils, quoi? Là, tu vois, c'est plus gros que toi. Tu vois, c'est bigger than me. Donc ça, c'est le point de départ, c'est l'impuissance. Et j'en suis pas sortie, ça vient me chercher assez souvent. Faut pas croire que, tu vois, c'est une danse, en fait, ce truc, hein, avec le tragique, le désespoir, l'espoir, l'envie, le désir, l'abattement. Enfin, tout ça, et c'est ça qui est beau aussi. C'est comment tu navigues avec tout ça.
Donc ça, c'est le point de départ. Le deuxième, c'est cette intuition posée par la question de mon fils toujours, et puis confirmée avec le film, et confirmée surtout avec toutes les projections qu'on a fait depuis, et les questions des gens, c'est que cette génération, la génération de mon fils, c'est mieux que nous, la tienne, la mienne, ce qui se passe. Comprend mieux, intuite mieux. Ils sont bigger than us, ils sont plus grands que nous. C'est les vrais adultes. D'ailleurs, le protagoniste du film, c'est les vrais adultes de cette histoire. Troisièmement, c'est un troisième entendement, c'est quand j'étais sur place, je leur ai demandé, pour toi, ça veut dire quoi, bigger than us? Et elle me dit, et chacun des protagonistes, ils sont 7, m'ont parlé d'une manière ou d'une autre de spiritualité. Alors, certains ont mis un dieu, certains ont mis une force. Je suis véhicule de quelque chose. Quand j'agis, il se passe quelque chose en moi, c'est plus fort que moi, it's bigger than me. Donc, encore une fois, c'est un dieu, une religion, une force, une énergie, peu importe. Ouais, mais c'est une espèce de verticalité que tu trouves dans l'engagement. Mais ça, c'est possible d'atteindre ce truc si et seulement si tu dégages la plus petite partie de toi. Et la plus petite partie de toi, c'est celle qui a peur. Peur de ne pas être aimé, peur de ne pas être regardé, peur de ne pas être conforme, peur de ne pas être accepté par la société. Et ça, cette peur, c'est l'ego, en fait. Et quand l'ego, tu arrives à le claquemurer dans une petite boîte et à le reconnaître, mais à pas le laisser te contrôler, alors l'engagement pour quelque chose de plus grand que toi, qui n'est pas de l'ego spirituel, qui n'est pas l'idée de je m'engage parce que je vais me faire mousser sur Instagram, ça n'a rien à voir. Ce qui fait que tu tiens, c'est cette capacité à foutre ton ego de côté et à te dire, en fait, j'appartiens. Je suis véhicule de quelque chose de plus grand. Et ça, c'est super. Parce que c'est un soulagement de ne plus être que soi, en fait. Pour moi, ça, c'est le vrai ressort de l'engagement, tu vois. Voilà. Tu viens de publier un livre, et maintenant, que faisons-nous? Pourquoi ça te tenait à cœur d'écrire ce livre et de quoi il parle? Écoute, moi, c'est mon 5e livre. Donc, je viens de l'écrire. Hein, à la base de tout, je suis auteur. Et un film, c'est juste un livre avec plein de stylos différents et des moyens différents. Mais ce qui compte, c'est l'histoire. Et ce qui se passe pour moi, c'est que depuis que le film est sorti, j'ai fait plus de 600 débats avec à 80% encore des jeunes en accompagnement du film. Le film, il sert à ouvrir, si tu veux, la discussion. Et que cette conversation que j'ai après, elle démarre. La première question, en fait, c'est toujours « et maintenant, qu'est-ce que je fais ?» Donc, si tu veux, c'est à la fois la question qu'on me pose à chaque fois à la fin du film, mais c'est surtout la beauté des questions et des réponses que j'ai entendues sur le terrain. Donc, ce livre, c'est un peu le réceptacle de ce que j'entends depuis 3 ans, et qui est non pas seulement la beauté des personnes que dont tu as voulu parler là, mais la beauté de toi, des personnes qui viennent au film, qui peuvent être un enfant de 5e ou le patron d'une multinationale, et qui tout à coup, parce que le film lui a fait faire un voyage émotionnel, a oublié qu'il était le patron de machin ou l'enfant du truc, etc., et qui est juste un individu face à l'abysse et qui se pose cette question fondamentale. Ça, c'est un récit, en fait. C'est presque un carnet de voyage auprès de vous, en fait. Une espèce de récit de ces conversations hallucinantes et tellement profondes que je ne savais pas les mettre en forme autrement qu'en les racontant, en fait. Et Safa de Nour à Strasbourg, qui est une enfant de 6e, à ce directeur de la communication d'une énorme banque à la Défense ou ce collectif. Bref, c'est des personnes qui montrent que quel que soit l'âge, quelle que soit la nationalité, quelle que soit la religion, quelle que soit la position, en fait, on en est tous à cette question et on a tous un bout de réponse, et surtout, notre seule liberté, c'est de l'exercer, en fait. Aujourd'hui, notre seule liberté, c'est de comprendre que on peut avoir un espace à soi, en soi, pour exercer sa dignité. Et voilà, et ce livre raconte ça.
Je suis désolée, je sais pas bien le pitcher et c'était Bien pas un sûr, c'est pitch, trop bien. Moi, c'est mais super voilà, bien c'était foutu. la première personne à me poser la question. Ouais. Donc merci à toi. Donc voilà, c'est frais et sans blabla. Ah bah non, c'était parfait. Il y a eu environ 5000 projections du film, devant tout type de public et tu l'as dit, 600 débats. Est-ce que, tu aurais des anecdotes à nous raconter sur, l'impact que le docu a pu avoir? Bah, j'en ai 50. Ce qui est magnifique, c'est que ce qui se passe, c'est que tout à coup, les gens se parlent Ouais. et qu'on est en train de mourir de ne pas se parler. Tout le système tient parce qu'il nous isole et nous dresse les uns contre les autres. Là, la vertu de cet exercice, c'est une vertu démocratique en fait. Tout à coup, des gens qui se connaissaient pas se retrouvent dans une salle pour voir un film, partagent une émotion, pleurent au même endroit et tout à coup se parlent. Donc ça, c'est juste d'une puissance monumentale. C'est désuet, c'est presque ridicule si tu veux par rapport à ce qu'on a devant nous, et Mmh. c'est en même temps, une force géniale. Mais c'est inquantifiable, tu vois. Je peux pas Ouais. dire. Voilà, tu vois, il n'y a pas de chiffre derrière. Donc, je ne peux avoir que des gens qui me disent, bah, Ouais. depuis que j'ai vu votre film, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai arrêté ci, j'ai arrêté ça. Donc là, j'ai des 1000 anecdotes. Et Ils ont fait quoi, par exemple? il y a des gens qui ont changé. En fait, je pense que j'arrive à un moment, souvent dans la vie des gens, où ils sont à deux doigts de bifurquer et ils bifurquent. Donc, je suis la petite pitchinette, tu vois, en plus, qui vient. J'ai pas la prétention de croire que je change la vie des gens. Hein. Honnêtement, je ne dirais pas ça. Par contre, je fais partie de toute une série de choses qui, tout à coup, Bah viennent oui. cranter, tu vois. Et puis, tout à coup, pouf, ça passe. La digue lâche. Donc, les gens se mettent à abandonner telle ou telle pratique, arrête l'avion, arrête de bosser pour telle entreprise. C'est des petits gestes et puis des gros, des boîtes qui arrêtent tel type d'approvisionnement. On travaille avec des entreprises qui mettent le film au cœur de leur stratégie RH parce que tout à coup, ils se rendent compte qu'ils ne changeront pas leur boîte s'ils ne changent pas la culture à l'intérieur de la boîte. En fait, c'est ça. Si tu veux, ce dont je me rends compte, c'est qu'on peut parler de solutions toute la journée, tu vois. On peut se raconter que telle loi avec telle avancée technologique, telle interdiction changerait tout. La vérité, c'est que ça passera pas tant que toi et moi, on sera pas convaincus qu'il y a autre chose que cette histoire de profit, que cette histoire de rendement, que cette histoire d'efficacité, que cette histoire de performance, en fait. Merci Flore, vous pouvez regarder le film sur, biggerthanus.film, même organiser une projection, retrouver ton livre, et maintenant, que faisons-nous, partout en librairie et bah, partager cet épisode à un jeune qui a besoin de plus se sentir seul. Ciao Exactement. Flore, Ou pas ciao si tout le jeune monde. d'ailleurs. Au revoir, Oui, pas si merci. jeune. À dimanche Merci. prochain. Au revoir.